Alors, c'est en train d'enregistrer. Waouh, moi j'attaque déjà, c'est 9h du matin pour toi, je suis désolée. Tu t'es mis la caféine en intraveineuse. Ah oui, j'en ai. J'ai avec mon groupe préféré. Ok, c'est parti. Tu me dis quand t'es prêt que je peux y aller. Je suis prêt quand tu veux. Bonjour les amis, c'est parti avec Sylvain Laforêt. Bienvenue Sylvain. Allô Emma, content de te retrouver. Ben oui, moi aussi, on va attaquer dur là parce qu'on enregistre cette première vidéo ensemble. Il est 9h du matin chez toi. Hein? Et donc, je t'ai fait sortir du lit parce qu'on va attaquer ton nouvel ouvrage. Donc, je rappelle que tu es auteur, réalisateur, que j'ai là, Guerre et mensonges. On en a très brièvement parlé dans la première vidéo que nous avons faite il y a 2 semaines. Et là, on a décidé, et je suis vraiment super contente que tu aies accepté cette proposition, de parler de ton livre, donc Guerre et mensonges, avec des capsules vidéo. Oui. Et quand même, tu nous as quand même mis dans la partie en haut du livre, les fausses nouvelles existent depuis plus d'un siècle, elles sont devenues notre histoire. Bon, alors, ceux qui ont peur de la vérité peuvent encore quitter cette vidéo. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Et puis, ceux qui ont envie de sauter avec nous dans le premier chapitre qu'on va maintenant voir avec Sylvain. Alors, je fais le menu parce que je l'ai sous les yeux. Tu vas nous parler de l'Empire britannique en 3 parties. Donc, le concept du nouvel ordre mondial, les révolutions maçonniques et Illuminati et la House of Rothschild et les États-Unis. Waouh, tu as déjà fait un prologue dans ton livre qui fait beaucoup de pages pour nous expliquer juste déjà, avant toute chose, qu'est-ce qui t'a amené à écrire tout ça? Est-ce que tu as envie de parler de ce prologue avant tout? Oui, quoique j'ai l'impression d'avoir raconté l'histoire de temps en temps. Mais c'est ça, j'ai eu un éveil en 2015. Un éveil, ma tête, c'est complètement. Mon cerveau s'est déprogrammé des médias pour lesquels je travaillais. Donc, j'ai eu l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore sur la réalité. Puis tout est apparu magiquement, tout à coup, complètement différent de ce qu'on me racontait. Mais en ouvrant la boîte de Pandore, j'ai aussi trouvé beaucoup de preuves comme quoi l'histoire avait subi les mêmes affres et que donc l'éducation, au fond, était aussi responsable de notre programmation que les médias. Le média le font au quotidien, le font avec l'actualité, le font. Mais comme j'avais étudié en histoire, donc j'ai remis en question tout ce que j'avais appris à l'université. Mais c'est une passion personnelle aussi. Donc, l'histoire, ça a été un dada de toujours. Mais j'ai tout remis en question et j'ai commencé à faire des vraies recherches. Et sans trouver, et ça, c'est vraiment important, sans partir avec une hypothèse de base. Mon but était de découvrir la réalité sur la Deuxième Guerre mondiale au début. C'était que ça. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et là, ma mâchoire décrochait à peu près avec tout ce que je trouvais parce que j'ai découvert des. Il y a eu des recherches qui ont été, mais évidemment, qui ont été faites par des chercheurs incroyables, des analystes incroyables, des gens de l'intérieur aussi beaucoup, qui ont connu ces systèmes gouvernementaux-là, le système des banques et tout. Et donc, pour me rendre compte que ce qu'on nous raconte finalement à l'université est complètement biaisé, je te dirais que la principale chose qu'il faut savoir, c'est que les livres d'histoire et l'enseignement d'histoire prend toujours un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on nous explique tout par la politique, grosso modo. Donc, on va nous parler, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, on va nous parler de Staline, de Roosevelt, de Churchill. Bon. Mais la réalité, c'est que ces politiciens-là, comme aujourd'hui, on le voit, c'est les marionnettes des banques. Donc, la réalité, si on veut comprendre la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas de la regarder sous un œil politique, mais de la regarder sous un œil économique. Qui profitait de quoi? Qui finançait quoi? Quels étaient les réels buts, les réelles causes et enjeux de ces guerres-là? Et alors qu'on va nous parler peut-être d'une dichotomie Hitler-Staline et / Roosevelt pour la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est que Rothschild versus Rockefeller. Ce n'est que ça.
Les autres, c'est leur marionnette, là. Peu importe qui est avec qui pour l'instant, parce qu'on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais c'est l'exemple que je donne. Donc, si on remonte au début, parce qu'une fois que j'avais débunké un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai dit, OK, mais c'est fou. Donc, j'ai été après ça à la Première Guerre mondiale, c'est la même chose. Après ça, je suis remonté jusqu'aux sources. Et là, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement, quand est-ce que ça avait commencé ce système-là, où finalement, les banques privées se sont immiscées dans les systèmes publics d'économie. Et là, ça Donc, commence parce que dans ton livre, tu reviens à plus de 200 ans en arrière, encore plus. oui, Hein? oui. Ben, en fait, c'est que le livre a beaucoup changé là, en Oui, cours de oui, route et en cours de recherche, mais oui, oui, c'est ça, c'est que c'est finalement devenu ce qu'on pourrait appeler l'empire des banques. Parce que c'est l'empire ça. des banques, maintenant, on peut la pointer du doigt au niveau de la date, là, de l'année. Puis on peut presque pointer la date finale aussi de la fin de l'empire des banques parce qu'on est tout près de ça. Oui, parce Donc, qu'effectivement, toi, tu parles carrément dans ton prologue de trahison profonde de notre système d'éducation. ah oui, 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 c'est là, ben, comme je dis, ben, tu sais, comment on apprend, on a une bulle, nous, mais tout ce qui se passe à l'extérieur de cette bulle-là, comment on l'apprend? Bien, il y a trois sources. Il y a les médias qui nous racontent, il y a l'éducation, évidemment, qui nous raconte ce qui se passe ailleurs, et il y a nos amis qui ont eu la même éducation et qui lisent les mêmes médias. Mais c'est tout. Parce que c'est la seule façon de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on contrôle les médias et on contrôle l'éducation, on contrôle tout ce qu'on t'apprend. OK? Que ce soit dans l'actualité ou dans l'histoire. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de contrôler tout le narratif de l'histoire que de contrôler. Et c'est la même chose pour l'économie, c'est la même chose qu'on enseigne à l'université. C'est complètement faux, c'est complètement erroné, c'est la même chose parce qu'on cache toute la réalité à tous les niveaux. Donc, historique, économique, politique, etc. Donc, je pense que c'est ça qui est important de comprendre avant de commencer ces recherches-là. Parce que, en fait, toute la vraie histoire est là. C'est juste qu'on ne l'enseignera pas à l'université, puis on ne t'en parlera pas dans les médias. Mais tout existe. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'écrivains, puis on parle de gens là, qui étaient à l'intérieur de tout ce système-là, qui l'ont raconté, qui ont écrit des livres, et qui ont écrit des articles aussi. Puis c'est facile à trouver. Mais je pense que peut-être aussi la chose qui est vraiment importante, c'est que j'ai étudié en histoire, entre autres, là, mais j'ai étudié en histoire, et dans l'histoire, il y avait énormément d'incohérences dans l'histoire officielle. Ça m'a toujours frappé. Par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est choquant, toutes les incohérences qu'on pouvait trouver. À partir du moment où tu fais des recherches sur la réalité et que tu trouves ça, toutes les incohérences tombent au complet. Et c'est là que tout devient comme un tout limpide, facile à comprendre. C'est difficile à comprendre si on part de ce qu'on a appris, mais c'est facile à comprendre si on part de zéro. C'est pour ça, tu sais, tantôt, avant qu'on commence, tu me parlais de l'éducation, ça va être difficile à comprendre et tout ça pour les jeunes et tout ça. Mais pas si on leur explique la bonne chose dès le début. C'est super facile à ce moment-là. Puis c'est même plus facile parce que c'est pas incohérent. Tout fait du sens. En fait, toute l'histoire fait du sens à partir du moment où tu empruntes le point de vue économique, le point de vue des banques et non pas le point de vue politique qui, lui, est ridicule. Alors, c'est parti. On va reconstruire le puzzle avec toi, Sylvain. Oui, Hein? oui. Puisque tu parles de ça hein, dans ton prologue, de reprendre un puzzle hein, mis bout à bout, puis finalement, waouh, Ouais, l'image qui ouais. en sort, c'est pas vraiment l'image que j'ai apprise. Non, Euh, non. alors, toi, tu as décomposé ton livre en plusieurs chapitres. Aujourd'hui, on va parler de l'Empire britannique et des Rothschild. Hein. Oui, oui, oui. Waouh! Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a pris sa bouteille d'eau, son calmant, sa chaise? Ouais, c'est ça. Toi, évidemment, tu nous fais d'abord le premier coup d'œil clairement avec cet empire bancaire, donc les prêts bancaires, et tu nous parles Ouais. de ces premiers steps. Alors, je te laisse commencer, c'est parti, Sylvain. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tout a commencé en 1773. Le début de l'histoire, c'est la création, dans le fond, du groupe des Illuminati, qu'on entend toujours parler aujourd'hui. Les Illuminati, en fait, c'était une douzaine de larrons, pas très gentils, et qui tournaient autour de la banque Rothschild, qui était à Francfort.
faut noter que Rothschild n'était pas une Illuminati de manière officielle. J'ai comme l'impression qu'il en était le parrain non officiel parce que tout se passait à peu près chez lui avec ses potes et tout. En fait, le but des Illuminati a clairement été, dès le début, commencer à ourdir des complots pour essayer d'infiltrer et de contrôler les économies de certains pays. Donc, ils se sont fait débunker rapidement, ce groupe-là. Les Illuminati sont théoriquement disparus assez rapidement, mais leur technique, en fait, aura été de s'infiltrer dans les grands groupes, les grandes loges de franc-maçonnerie à l'époque. Les franc-maçonnerie qui étaient en fait des sociétés secrètes complètement paragouvernementales, mais de contrôle réel. C'est aujourd'hui ce qu'on appellerait le shadow government aux États-Unis. C'était la franc-maçonnerie à l'époque qui menait à peu près toutes les sphères de la société. Donc, ça avait beaucoup son importance. D'ailleurs, je dis en passant, aujourd'hui, on parle encore beaucoup de la franc-maçonnerie, ci et ça. Oui, ils jouent un certain rôle, mais pas du tout la même chose qu'au début. Donc, on n'en est plus dans le contrôle. Le contrôle n'est pas mené par les francs-maçons aujourd'hui, mais par une poignée de banquiers qui n'a pas grand-chose à voir avec la franc-maçonnerie, finalement. Ça parle aussi beaucoup d'Illuminati, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bien, et en fait, le groupe existe encore aujourd'hui, évidemment, ou sinon l'idéologie Illuminati existe encore parmi ceux qu'on appelle les maîtres du monde, dans le fond, aujourd'hui. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont commencé à faire en 1773, les 12 apôtres Illuminati menés par Simon Weishaupt, un Allemand. Donc, ils ont commencé à aller implanter l'idée, comme la Grande Loge d'Orient, qui est une des premières en France, à implanter l'idée où on irait contrôler donc l'économie de certains pays et on mettrait en place des complots pour aller s'infiltrer de cette façon-là. Donc, mon premier choc dans l'histoire réelle, donc, ça a été de découvrir que la Révolution américaine, qui a commencé en 1776, n'était pas la belle guerre de libération de l'Angleterre pour les Américains, où alors ils sont devenus indépendants. Ce que je ne comprenais pas dans cette histoire-là, même il y a encore un an ou deux, c'est que la Banque Rothschild, l'Angleterre n'était pas encore entre les mains, la Banque d'Angleterre n'était pas encore entre les mains de Rothschild lors de la guerre américaine, de l'indépendance américaine. Donc, ce n'est pas les États-Unis qui se sont libérés de l'Angleterre et les Rothschilds, mais les Rothschilds ont plutôt créé avec la franc-maçonnerie, les loges franc-maçonnes aux États-Unis, un coup d'État pour pouvoir infiltrer l'économie américaine. Donc, quand on parle de la Banque d'Angleterre et la City de London, qui est entre les mains de Rothschild, mais ça s'est passé après l'infiltration de l'économie américaine. Donc, ça a été une de mes premières découvertes où j'ai fait « Ah, ben putain! » Et c'est ça. Et donc, la façon qu'ils ont fait ça, c'est que, il faut savoir, le premier président américain, c'est George Washington. Donc, c'était le meneur d'une loge franc-maçon en Virginie. Le premier secrétaire du Trésor américain était Alexander Hamilton, qui était un franc-maçon aussi. Celui qui a lancé le false flag, la fausse opération qui a lancé la guerre d'indépendance, Paul Revere, était un franc-maçon d'une loge quelconque là, du Nord, de Boston. Mais on se rend compte que parmi les pères fondateurs des États-Unis, ils sont 39, il y en avait 13 qui étaient dans les francs-maçons, et c'est ceux qui ont pris le contrôle du premier gouvernement en plus. Okay? Les autres étant de côté, comme les Thomas Jefferson, les James Madison, ont été mis un peu de côté dès le début. Mais bon, ils se sont repris par après. Ce qui est arrivé, donc, la guerre d'indépendance américaine, oui, on chasse la livre britannique, on crée la First Bank of the United States, c'est Alexander Hamilton, et Rothschild, donc, s'infiltrent dans l'économie américaine parce que c'est eux qui faisaient les prêts, qui renflouaient cette banque-là. Et donc, les États-Unis ne créaient plus réellement leur propre monnaie, mais empruntaient à des banquiers privés. Et donc, c'est un réel coup d'État. Ce qui est arrivé après, ça a été la Révolution française. Donc, la Révolution française, c'est sensiblement la même chose, le même plan.
Alors par les… attention, parce que là, Ouais. tu sais que les Oui. vidéos sur ma chaîne sont beaucoup regardées par les Français. Oui. Et ça, même moi qui ai étudié la Révolution française à l'école, quand j'ai vu ce passage de ton livre, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on nous a appris. Hein. Non, mais… Vas-y, Sylvain, vas-y, Mais lance ta oui, bombe, c'est lance ça. ta bombe. Va. Oui, c'est ça. Je ne veux pas faire chier tout le monde. Non, en fait, ben, c'est ça, c'est que la Révolution française, tu sais, si on regarde simplement de la façon dont le tout a démarré, euh, le peuple, on a créé via les francs-maçons, via les Jacobins, on a créé une pénurie alimentaire carrément artificielle parce qu'ils ont tout acheté les stocks de farine, les stocks de blé et tout. On a tout retenu. Et après ça, on a blâmé Marie-Antoinette, la reine, pour la cause de ça. Et on a carrément armé le peuple. Donc, il y a un banquier comme principalement Jean-Claude Périgaud qui est devenu éventuellement le directeur de la Banque de France, Banque centrale de France. Jean-Claude Périgaud aux Invalides qui armait complètement le peuple et peuple aux armes et tout et tout. Et donc, le On but était en quelle était… année On avant est en 1789. Ça a 1789. commencé quand tu dirais quoi? Un an, 2 ans avant? Ah, la préparation, ça Oui. remontait aux Illuminati. Donc, les Illuminati ont théoriquement été créés en 1776. Ils ont été débunkés. Ils n'ont pas duré, ils ont duré une dizaine d'années, grosso modo. Là. Je ne me souviens plus de la date exacte de la fin. Mais c'était le même plan, les mêmes personnes, et c'était encore là pour aller infiltrer et contrôler l'économie française. Donc, qui était la chasse gardée encore de la monarchie à l'époque. Donc, on a chassé la monarchie. On a créé éventuellement en 1799 ou 1800 la première banque française, la première banque centrale, dirigée par Jean-Claude Périgaud, qui était le larron qui avait armé le peuple pour renverser la monarchie à l'époque. Et donc, on se rend compte que la Révolution française, ça a été la même chose, la même suite par les mêmes personnes, encore les francs-maçons, qui ont créé ça. Et Oui, parce que donc, dans ton livre, tu dis bien que c'est au départ, dans la première, tu parles de 2 phases de la Révolution française. Hein, oui, ben hein. oui. C'est Ben la en fait, première avec les francs-maçons, les Illuminati, qui ont oui. amené ce que tu dis là. Puis ensuite, il y a eu une autre prise de relais. Oui, oui, ben en fait, c'est ça, c'est que il faut les gens comme Robespierre qui eux, ont vu ce qui est en train de se passer, même si Robespierre était un franc-maçon lui aussi, mais plusieurs ont essayé d'arrêter ce plan-là. Ils voyaient bien ce qui est en train de se passer et donc ils ont essayé d'arrêter tout ça, mais encore une fois, tu sais, les gens comme les Rothschilds qui contrôlent, qui manipulent qui sont des maestros de la manipulation, arrivent toujours à leur fin. Et encore là, ils ont réussi à faire croire que Robespierre et sa bande étaient les traîtres, mais ils essayaient de sauver finalement la France du marasme économique dans lequel ils étaient pour s'enfoncer à cause de la perte du contrôle de leur économie à des banques privées. Et donc, on les a renversés et Napoléon est arrivé, brave Napoléon, oui, c'est ça. Et lui, il a ramené tout ça à ce que c'était avant et il est devenu carrément l'agent des Rothschilds partout en Europe où il a commencé à lancer ses guerres partout pour conquérir les pays au nom des Rothschilds, fonder des banques centrales un peu partout. Et en fait, Napoléon a été pour Rothschild entre 1800 et 1815, ce que Hitler a été pour les banques américaines en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, ce que tu nous dis et nous apprends dans ton livre, c'est que Ouais. pour parler avec des termes actuels, Napoléon était sponsorisé par le Oui, Rothschild oui, pour payer les armées et tous les coûts que ça implique afin de oui. piller, de détruire l'Europe. Oui, c'est absolument ce qui s'est passé. Donc, si on regarde chronologiquement, on a mis la main sur l'économie américaine en premier, 1791 ou 12. Après ça, la Banque française en 1800. Et après ça, ce fut le tour de la Banque d'Angleterre. Donc, la Banque d'Angleterre, la City of London, c'est pas avant 1815. Les guerres napoléoniennes, ils ont été complètement manipulés. Ce que les Rothschilds ont fait, dans le fond, ont financé Napoléon et qui s'est retrouvé éventuellement, il fallait qu'il détruire la Russie, qui était évidemment totalement indépendante à l'époque. Donc, on va essayer de la briser, de lui casser la colonne. Mais aussi, c'est qu'on va affronter l'Angleterre. Et Rothschild finançait les deux côtés.
Il finançait autant, pour la bataille de Waterloo, par exemple, il finançait autant Wellington, que le côté de Wellington, que le côté de Napoléon. Rothschild était brillant. Donc, ce qui est arrivé en 1815, Waterloo, c'est qu'il a réussi à trouver un canal de communication qui était plus rapide que tout le monde, OK, pour savoir ce qui se passait sur le champ de bataille. Donc, quand il a vu que Wellington était en train de gagner, il s'est dit parfait, ça veut dire que l'Angleterre va gagner contre Napoléon. Mais lui, il l'a su avant tout le monde. Il l'a su avec des courriers à chevaux et des pigeons voyageurs, semble-t-il, qui ont pris le relais. Et ce que ça leur a permis de faire, c'est qu'ils ont fait courir la rumeur rapidement que Napoléon est en train de gagner, que l'Angleterre est en train de perdre. Panique en bourse. Donc, toutes les actions anglaises et de la Banque d'Angleterre ont commencé à tomber. Rothschild a tout racheté à très, très, très bas prix. Et quand on a eu la nouvelle que Wellington avait finalement gagné, ses actions ont éclaté et il était en contrôle de la Banque d'Angleterre puisqu'il avait racheté à peu près tous les bons et les parts de cette banque-là. Donc, 1815, ça a été encore la maestria. Et là, on voit que Napoléon, après ça, dans tous les pays, on a installé une banque centrale en Italie, une autre à Vienne, en Autriche. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne finissait jamais. Il y a eu le plan d'aller faire la même chose en Russie, mais évidemment, la Russie ne collabore jamais avec les mondialistes. Et donc, Napoléon a mangé sa claque là-bas. Et donc, ils ne sont pas retrouvés avec une banque centrale là-bas. On peut continuer avec les États-Unis, si tu veux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on Oui. va se retrouver dans la prochaine vidéo parce qu'on a promis de faire des vidéos accessibles d'une vingtaine de minutes, en 20 et 30 minutes. Alors, la suite au prochain épisode dans la partie 2, les amis. À très vite.